Bienvenue au SAV de la Tech, le podcast qui répond aux questions non techniques des gens de la tech. Je suis Adrien Joly, le dev qui, comme les gardiens de la galaxie, aime lancer sa meilleure playlist pour tacler les problèmes les plus épiques. Et je suis Jérémy Giraud, Engineering Manager, et je passe plus de temps à aligner les équipes qu'à aligner du CSS. Ça a l'air pas plus mal parce qu'aligner du CSS, c'est l'enfer en fait. Ouais, surtout verticalement à ce que j'ai compris. Ça n'a pas changé depuis ça. Si. Ils ont pas enfin inventé une énième règle qui est censée résoudre ce problème pour la 10e fois. Comment vas-tu, Jérémy ? Bah très bien, et toi ? Un peu fatigué, pas assez dormi, mais ça va. Ouais, on va se débrouiller, hein. On est tous les deux fatigués. Bon alors, est-ce que on a une bonne question pour aujourd'hui ? Oui, alors, on a une question de Kevin, qui nous dit comment rejoindre une boîte comme Shodo ou faire du craft. Bonjour, je suis dev depuis presque 4 ans. Dès les premiers mois de ma première entreprise, une agence web de 6 personnes, je me suis rendu compte des problèmes que posait du code legacy. On utilisait un CMS maison, plein de code mort, mes 4-6 premiers mois ont été à 80% du debug de la codebase. Dans l'entreprise suivante, même souci, code legacy très vieux, du gatekeeping, un rejet du changement, ou forcé par les managers qui expliquent comment coder. Waouh. Dans mon entreprise actuelle, j'ai plus de marge de manœuvre, mais les tâches à faire réduisent les possibilités. Création de back-office avec seulement du CRUD, sans règle métier. Et j'ai vite compris que je recherchais plus que juste faire du code, qui marche plus ou moins. Et après des recherches, je suis tombé sur Benoît Gantôme avec son podcast Artisan Développeur et il y a eu un déclic. Je suis tombé dans le craft, appris le TDD, Clean Code, DDD, Design Pattern et d'autres outils par la lecture, les vidéos, podcasts, etc. Et pendant cet apprentissage, j'ai aussi cherché un nouveau poste où la qualité logicielle était présente ou un minima recherché. Mais les boîtes qui pratiquent ce genre de méthodologie sont inexistantes dans ma région, Nice, ou très bien cachées. Et celles que je trouvais, même lors d'annonces pour des juniors, avaient des exigences très hautes, des expériences professionnelles avec une mise en place de clean architecture, DDD, etc. J'ai fait plusieurs entretiens, plusieurs tests techniques avec des feedbacks positifs, mais à chaque fois ça finissait par un refus par choix d'un candidat avec plus d'expérience ou dans quelques rares cas avec une proposition de salaire vraiment basse. Je fais des projets personnels où je mets en place ces outils, je fais des katas, mais je ne suis toujours pas au niveau des attentes des entreprises. J'ai vécu un souci similaire avec le monde startup où ils demandent de l'expérience en startup sans laisser de chance à ceux qui n'en ont pas encore. Je me doute que le climat actuel du recrutement n'est pas le plus propice pour les devs peu expérimentés. Après ce monologue, la question est comment faire pour rejoindre une boîte comme Shodo ou une autre qui pratique le craft quand le contexte de l'entreprise ne permet pas de mettre en place ces pratiques, que l'on apprend de nous-mêmes ces pratiques. Comment réussir à sortir du lot ? Waouh, sacrée question. Ouais, il y a beaucoup de choses dans cette question. Peut-être qu'on peut commencer par tacler les early exits, j'allais dire. Les trucs qu'on peut vite éjecter. J'en avais repéré quelques-uns. Le climat actuel de recrutement. On est d'accord pour dire que c'est encore assez compliqué en ce moment de trouver un job par rapport à il y a 2-3 ans, par exemple. Oui, le climat actuel est difficile, je pense. Je pense qu'il y a énormément d'exigences, qu'en particulier en France, les salaires sont particulièrement bas. C'est très compliqué. Et puis, tu es en concurrence avec les nombreuses boîtes qui ont viré à l'appel des profils parfois très compétents, très qualifiés, qui se retrouvent disponibles sur le marché. Donc, tu te retrouves en concurrence avec une pléthore de profils comme cela. Donc, c'est pas le meilleur moment pour changer de boulot. Alors, peut-être qu'au moment où on sortira cet épisode, la situation aura un peu changé. Du coup, un premier élément de réponse, c'est peut-être que ça vaut le coup de réfléchir à 2 fois avant de changer de boîte, à moins que tu sois vraiment très malheureux dans ta boîte. Et peut-être pour commencer à défricher un petit peu dans cette première direction, qui est donc de rester dans la boîte actuelle. Si j'ai bien compris, ta frustration, c'est que tu peux pas pratiquer les trucs cool que tu as appris en craft parce que ta boîte veut faire des trucs assez simples, des CRUD, pas de règles métiers, etc. Pour ma part, ce qui justifie de faire du craft, c'est soit un niveau d'attente en termes de qualité et de durabilité dans le temps qui est très très haut de la part de la boîte. A priori, c'est pas le cas dans ta boîte. Soit c'est une réponse à un problème qu'a ta boîte. Par exemple, ça fait 10 incidents que vous avez causés en prod ce mois-ci. Vous faites que lancer des régressions, vos clients se plaignent, etc. Et donc, en fait, tous ces incidents deviennent des excuses ou en tout cas des raisons de justifier une montée de la barre de qualité de ce qui est produit par l'équipe. Donc ça, si tu veux faire du craft, en gros, il va falloir justifier pourquoi on fait du craft. Tu peux pas juste arriver et dire j'ai appris TDD, c'est cool, faisons du TDD, quoi. C'est pour l'instant, voilà, c'est mes 2 centimes, comme je dirais en français, sur cette première piste.
Ouais, j'aimerais ajouter quelque chose, c'est que si tu veux faire du clean code ou ce genre de choses, eh ben, tu vas devoir l'appliquer à du code qui est dégueulasse. Donc ça veut dire que 100% de ton temps, tu vas devoir travailler avec du code dégueulasse. Donc ne t'attends pas à travailler avec du bon code Mmh. si tu veux être, on va dire, artisan développeur. D'ailleurs, j'ai vu la référence, alors je connais pas trop, je crois que j'ai écouté une ou 2 fois ce podcast. Et souvent les gens qui parlent de tech, qui parlent de code, qui parlent d'architecture et cetera, ben, c'est aussi pas forcément leur activité, principale. Enfin, c'est ce qu'ils «vendent» entre guillemets, mais c'est pas nécessairement, ce dans quoi ils travaillent. Donc je me méfie, beaucoup, de ces approches-là. De mon expérience, dans 99% des boîtes, la qualité du code était, très médiocre et moi personnellement, ça m'a fait péter un câble et c'est ce qui m'a fait, passer au management parce que je voulais plus toucher à ces code base, dans lesquels tu risquais de péter quelque chose. Attends, pour être sûr de comprendre, tu parles de boîtes où tu as travaillé qui prétendaient vouloir un niveau de qualité haut, mais en Ouais, réalité, sur le terrain, c'était pas du tout haut. ouais, ou des startups ou des grandes Ouais. boîtes ou quoi que ce soit en fait, hein. C'est très difficile de trouver un environnement dans lequel tu as une bonne qualité de code et généralement les gens qui veulent augmenter la qualité de leur code, ça veut dire qu'ils ont une qualité de code vraiment très, très faible, quoi. Il faut beaucoup d'efforts et ça demande un travail, assez intense. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui as travaillé un petit peu dans ce Mmh. genre de situation? Bah ouais, effectivement, mais j'ai l'impression que ça ressemble à ce qu'il mentionne au début de sa question. Il disait qu'il a bossé dans pas mal de boîtes où c'était il y avait beaucoup de legacy. Ce qui aurait été intéressant, c'est de savoir pourquoi il a changé de boîte depuis. Parce que typiquement, ce genre de contexte, je suis assez aligné avec ce que tu dis. Quand tu es dans un contexte où il y a beaucoup de code legacy, a priori, c'est un bon endroit qui justifie en tout cas la mise en place de bonnes pratiques, de techniques, de refactoring, de clean code, et cetera. Bon là, il y avait l'air d'avoir blocage, peut-être qu'il y avait un problème sur la manière d'amener cette solution-là, parce qu'il faut arriver à le vendre, en fait. Ouais, Tu dis pas, «Ah, j'ai appris cette, technique, elle a l'air cool, faisons-la», sans justifier, quel va être le retour sur investissement, ouais. et les risques associés éventuellement. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est il faut vendre la technique et dans l'entretien, il y a quelque chose aussi, c'est qu'il faut se vendre soi-même, quoi. Mmh. Se vendre soi-même, en particulier avec quelque chose qui est pas facile à vendre, c'est-à-dire, la qualité de code et cetera. Donc Mmh. je sais pas comment ça se passe, toi, par exemple, est-ce que tu as fait des entretiens récemment? Moi, ça n'a pas été trop le cas, parce que ça fait un moment que je suis dans ma boîte. Mais je me souviens que les entretiens, je les abordais avec une certaine forme de confort, parce que je les ai fait passer dans l'autre sens Mmh. aussi. Donc j'ai beaucoup d'empathie pour la personne qui interviewe et je me dis: «Qu'est-ce qu'elle recherche, Mmh. en fait? Qu'est-ce que je dois lui amener et qu'est-ce que je dois lui vendre?» Et je sais pas comment toi t'abordes ce genre de processus. Je pense que c'est assez important parce qu'il y a quelque chose d'assez informel, hormis, l'étape, du CV machin et cetera. Obtenir un contact, je pense que c'est peut-être plutôt quelque chose qu'on peut arriver à faire. Mais après je pense que c'est passer la barre de l'entretien et démontrer que justement tu apportes une valeur. C'est quelque chose d'un peu plus, compliqué et si tu l'abordes avec du stress, c'est quelque chose qui va être, encore plus compliqué parce que tu vas montrer que t'as peut-être pas le niveau alors que les gens attendent quelqu'un qui est Ouais. super fort et cetera. Si tu arrives un peu décontracté et que tu sais ce que tu dois mettre en avant, c'est peut-être plus simple. Bah, si ce que tu veux mettre en avant, c'est ton amour de ces, techniques, qui sont souvent estampillées craft, en fait, tu feras pas la différence par rapport à tous les consultants, qui passent leur temps à poster sur LinkedIn, à vanter les mérites de telle ou telle technique avec exemple à la clé et cetera. Puisque Ouais. souvent, c'est des gens qui sont consultants, Mmh. ils sont à leur compte, Ouais. donc en fait, ils gèrent leur temps, donc ils assignent du temps à de la promotion, en fait. Ouais. Donc un employeur, il va voir un mec qui passe son temps à poser sur LinkedIn des trucs qui ont l'air hyper sexy et un candidat qui n'a apparemment pas d'expérience de ces techniques et qui juste aimerait les pratiquer, bah, je comprends qu'il se laisse plus tenter par celui qui poste sur LinkedIn. Ouais. C'est plus facile de se laisser convaincre. À mon avis, il y a un truc qui manque ici dans l'argumentaire, c'est que enfin non, il y a un amalgame qui est fait, c'est que craft égale TDD, DDD, design pattern et cetera. Et ça, pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu une idée reçue qui est pas vraiment juste. Mmh. Pour moi, être craft, c'est faire preuve de pragmatisme et c'est être dans une logique d'amélioration continue sur soi-même. Sur qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes compétences, pour pouvoir tacler un plus grand champ de problèmes en fonction des problèmes auxquels je suis confronté. Et apprentissage avec mes pairs, il y a aussi une notion de transmettre l'information à ses pairs. En fait, c'est plus comment dire? Une façon de travailler et une façon de penser, le craft, qu'un ensemble de techniques. Alors oui, il s'avère que souvent, les crafteux, ils aiment bien parler de ces techniques-là. Mais à mon avis, c'est pas ça qu'il faut mettre en avant. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, en entretien, si tu veux montrer que tu es, entre guillemets, «un bon craft»,
À mon avis, c'est un peu naïf de dégainer tout de suite les techniques qui sont mentionnées à la question. Ce qui va être, si vraiment t'es bon craft, moi ce que je vais regarder dans l'entretien, c'est est-ce que tu communiques bien? Est-ce que tu analyses bien ton problème? Et est-ce que s'il y a la moindre ambiguïté, tu vas la chasser et essayer enlever l'ambiguïté? Et est-ce que tu vas être capable de négocier les différentes possibilités de solutions pour tacler ce problème? Et pas arriver avec des solutions à l'emporte-pièce. Pour moi, c'est ça qui va faire la différence. Et quelqu'un qui va être, entre guillemets, un bon craft, c'est quelqu'un qui va avoir ce raisonnement-là, qui est très très pragmatique par rapport au problème auquel il est confronté. Et qui va être dans une démarche de discussion, de compréhension du problème. Parce que j'ai cru sentir ça dans la question, cet amalgame, je pense que c'est important de le lever. Je sais pas si ça répond à ta dernière question. Oui, d'une certaine manière et puis ça m'amène à penser à quelque chose, mais c'est encore sur l'entretien, mais ça me fait penser à comment moi, j'amène les choses. En tout cas, c'est en tant que candidat, je vais essayer de poser des questions pour comprendre quel est le problème de la Mhm. boîte. Parce que si la boîte, elle veut recruter quelqu'un, c'est qu'elle veut mettre beaucoup d'argent sur la table. Quelqu'un, en une année, ça coûte assez cher. Mhm. Donc c'est vraiment pour répondre à un problème et moi les questions que je pose en général sont autour de: pourquoi ce poste? Est-ce que c'est pour remplacer quelqu'un? Est-ce que c'est une nouvelle équipe? Quelle est la problématique à laquelle je vais devoir faire face? Et en posant ces questions-là, après ça va me permettre de proposer mon offre à la personne. Ouais, d'avoir une offre qui est plus pertinente puisque tu Ouais. connais mieux le contexte. Soit dit en passant, le fait de poser des questions sur le contexte, ça montre ta qualité en tant que développeur humain par Ouais. opposition à une IA, par exemple, qui, Mmh. généralement, elle pourra pas être aussi bonne pour répondre à tous les problèmes parce qu'il lui manque du contexte sur l'entreprise, les objectifs, les problématiques de l'entreprise, la manière dont elle fonctionne, etc. Alors qu'un humain, quand il est intégré dans une boîte, bah, il est obligé de comprendre comment ça fonctionne, quels sont les problèmes, etc. Et donc de trouver des solutions qui sont appropriées dans ce contexte-là. Ouais, sans se voiler la face et ça permet de projeter l'intervieweur aussi dans le fait que toi tu occupes, cet espace. À la fin de l'interview, tu vas dire: «Si moi je fais les trucs, j'arrive, je vais faire comme ci, comme ça et cetera». Tu pas obligé de proposer des solutions directement, mais tu peux te mettre à la place de quelqu'un qui serait, amené à résoudre ce problème-là et ça te met, déjà dans cette position-là. Je suis d'accord. Autre piste aussi peut-être, je sais pas comment tu t'y prends pour chercher les postes, enfin pour chercher les offres d'emploi, mais peut-être que chercher avec des mots-clés comme craft, TDD et DDD, c'est peut-être pas la bonne approche. On le disait tout à l'heure, en fait, le craft, voilà, soit on parle d'un état d'esprit, soit on parle de se frotter à un certain type de problème, par exemple du code legacy, des grosses refontes, etc. Et dans ce cas-là, les mots-clés sont différents. Je pense pas forcément que quelqu'un, par exemple, qui cherche, enfin une boîte qui chercherait un ingénieur à embaucher pour une refonte, il va pas forcément indiquer les mots-clés TDD, craft, et cetera dans l'offre. Mmh. Il va peut-être indiquer refonte, il va peut-être indiquer que, il y a des problèmes, d'échelle, des problèmes de régression. Enfin voilà, les mots-clés risquent d'être un petit peu différents. Donc peut-être que ça vaut le coup de creuser un petit peu là-dessus ou voire même de chercher des communautés qui sont, des communautés de développeurs, hein, qui sont vraiment, intéressés par ces sujets-là et voir si eux, quels mots ils utilisent et peut-être même qu'ils recommandent certaines offres d'emploi qui sont, appropriées par rapport à ce que tu cherches. Ouais, puis ça me fait rire parce que il y a aussi, des choses, par exemple, aujourd'hui, les recruteurs, peut-être, peuvent t'aider. Il y a aussi des gens qui, coachent un petit peu, les gens pour pouvoir aller dans les entretiens, qui connaissent les entreprises, qui connaissent les postes, qui savent, qui matcher avec qui et cetera. Souvent, les recruteurs étaient méprisés. Moi, c'est un truc que j'ai jamais fait parce que tu sais jamais quand la Mmh. situation peut se retourner et aujourd'hui, eh bien, elle s'est bien retournée et je pense qu'ils ont leur position, aussi encore à jouer, dans le matching, sur, les postes. Donc là où les gens les envoyaient bouler il y a encore, quelques mois ou quelques années, eh bien aujourd'hui, on peut s'accrocher à eux pour, trouver des postes intéressants. Ouais. Et ils peuvent nous coacher, nous apprendre à comment présenter, nous présenter des projets, intéressants. Donc je pense que c'est intéressant de leur parler aussi, il y en a plein sur LinkedIn. Alors il y a des qualités variables, hein. Faut pas s'adresser à n'importe qui, mais je pense que ça peut être un outil, important aussi, qui permet de matcher, avec les, exigences, des entreprises. Et puis il faut pas oublier que c'est un biais important le recruteur. C'est-à-dire que quand il recommande quelqu'un, il y a un engagement personnel et du coup, la barrière de l'exigence, en fait, elle est déplacée quand ça vient d'une recommandation. Que ce soit une recommandation pro ou une recommandation via un recruteur, il y a une relation de confiance, qui vient de la recommandation. Donc Mmh. c'est quelque chose d'important aussi. Donc ça pourrait faciliter l'expérience de l'entretien. Ouais. J'irais même un cran plus loin,
il mentionnait qu'il était dans la région de Nice. Est-ce que tu as cherché des jobs qui sont ailleurs et qui acceptent les remotes? Ouais, il y a ça, Il hein. y a pas mal de boîtes qui le font. Alors, faut avoir envie de bosser en remote, hein, tout le monde n'aime pas ça, mais il y en a des boîtes qui recrutent en remote, hein. On a l'impression que c'est fini le remote, mais pas du tout, hein. Actuellement, je bosse dans une boîte où c'est remote par défaut, quoi. Mmh. Donc tu travailles à distance par défaut et quand tu veux venir au bureau, tu viens au bureau, quoi. Et ça empêche pas les gens de se retrouver régulièrement pour faire connaissance en vrai, et cetera. Je voulais rebondir sur un autre truc, c'est en gros, tu es toujours dans la logique où tu veux sortir du lot. Je pense qu'une bonne manière de sortir du lot, c'est de montrer que tu as toi-même résolu des problèmes avec du craft, quelle que soit la méthodologie, mais montrer le type de problème que tu es capable de résoudre. Une manière de le faire, alors je sais que ça prend un peu de temps, mais c'est de rejoindre des projets open source existants qui sont un peu en galère pour les aider sur des problématiques compliquées et de contribuer. Ouais. En fait, c'est un double effet. C'est que non seulement tu vas aider des gens qui font quelque chose de a priori cool, puisque c'est ouvert, c'est partagé. Potentiellement même, tu vas rencontrer des gens qui vont être intéressants, qui vont peut-être pouvoir t'aider dans ta recherche. Et en plus, comme c'est open source, tu pourras montrer aux gens ce que tu as contribué. Tu pourras dire, regardez, j'ai réglé tel problème. Et éventuellement, tu pourras ajouter, je l'ai fait avec telle ou telle technique. Si vraiment c'est important pour toi de mettre en avant ces techniques, bah, tu auras de quoi prouver que tu l'as fait. Ouais. Parce que dans ta question, tu disais que tu te comparais avec des gens qui ont déjà cette expérience au-delà de la tienne. Donc tu peux te la construire, cette expérience. Ouais. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai en réaction à cette question. Un dernier élément, si je peux me permettre, je pense que ce qui est important aussi quand tu parles aux gens, c'est pas d'énumérer une liste de compétences parce que ils peuvent pas vraiment te juger. Moi aussi, je peux dire que je sais faire du SQL, l'Objective-C et voilà. Mais d'avoir un bon storytelling sur ton background technique, qui tu es, comment t'en es arrivé là, quels problèmes tu résous, etc. Moi, je sais que j'arrive à décrire ma carrière qui a maintenant un petit peu de passé, on va dire, en 1 minute parce que j'ai un bon storytelling. Je sais comment me décrire, je sais comment décrire mes expériences et comment j'ai évolué là où je suis et pourquoi je fais ça. Donc ça fait sens, ça, dans la tête de la personne. Elle se dit: «Tiens, cette personne-là, est-ce qu'elle pourrait, tu vois, se mettre, s'inscrire dans ce poste-là?» Il y a des choses à dire pour le coup, parce que les premières expériences, tu mentionnes dedans avoir bossé dans du code legacy assez profond. Bon, bah voilà, si tu veux prouver que tu es capable de bosser sur du code qui est assez difficile et que tu as compris la motivation d'avoir quelque chose de plus facile à maintenir, rien de mieux que quelqu'un qui a déjà bossé dans un code deep legacy, quoi. Ouais. Pourquoi ça te passionne, Ouais. pourquoi tu as eu cette trajectoire, ce parcours-là, et cetera. Sans jamais, effectivement bitcher sur les Oui. trucs qui sont négatifs, mais Tout à fait. toujours essayer d'en tirer, les expériences que tu en as acquises et montrer comment tu t'es construit, aujourd'hui. Je suis tout à fait aligné. Je pense que c'est un très bon conseil. Il Ça faut me savoir le paraît faire en 1 minute, mais c'est un challenge, hein, mais en 60 secondes, faut que tu aies réussi à avoir, t'être décrit et après tu peux passer à la phase intéressante de l'entretien et passer un petit peu sur une phase de communication. Faut pas oublier que c'est un matching et que c'est aussi important pour l'entreprise de choisir la bonne personne que toi de choisir la bonne entreprise. Parce que si tu choisis pas la bonne entreprise, tu vas t'emmerder, tu vas vouloir aller ailleurs, ça va être vraiment perdant pour les 2, quoi. Donc si tu poses les bonnes questions, c'est aussi pour aider l'entreprise à pas recruter quelqu'un de mauvais, quoi. Enfin, aussi bien que toi, ne pas te retrouver dans un cadre qui t'intéresse pas, quoi. Ouais. Je repense à un truc que je voulais dire plus tôt, qui est une piste aussi pour rencontrer, c'est participer à des meet-up. Ouais. Moi, je sais que ça m'avait aidé à avoir une proposition d'une boîte qui faisait du craft, de participer à des meet-up craft où justement on pratiquait TDD, etc. Donc il y en a probablement à Nice et alentour. Donc je t'invite à y aller, rencontrer les gens, faire connaissance, apprendre des choses et réseauter avec ces gens-là, parce qu'ils vont t'apporter des opportunités intéressantes. Ouais, tu peux même faire des talks. Je rebondis une dernière fois, Ouais. l'épisode commençait à durer, mais j'avais un exercice où je demandais aux gens: «Qu'est-ce que vous avez, appris aujourd'hui? C'est quoi votre win de la journée?» Et en fait, en faisant ça, ça t'oblige à te demander: «J'ai de la gratitude pourquoi? J'ai appris quoi aujourd'hui?» Et tu peux en tirer une expérience intéressante qui te permettra peut-être de faire un talk, peut-être d'avoir de la visibilité, peut-être de rentrer en contact avec quelqu'un, peut-être d'avoir une recommandation pour X ou Y. Et tu verras que en ayant un peu de l'empathie avec, la personne qui recrute et en t'intéressant à ce qu'elle fait, et ben, tu verras que ça va fluidifier la communication et finalement les exigences qu'on pensait être
très haute, finalement, c'est juste une forme d'alignement et ça peut être résolu par de la communication, je pense. Donc, faut vraiment s'intéresser à ce que font les entreprises, pourquoi elles recherchent quelqu'un et voilà, essayer de répondre à leurs problèmes. Et tu verras que tu peux trouver plein d'entreprises qui sont intéressées par de la qualité. Mais à mon avis, c'est très difficile de travailler dans un cadre où la qualité est très élevée. Et je vais te le dire, même dans les plus grandes boîtes, on peut s'imaginer que c'est génial, etc. Non, la qualité est souvent médiocre, quel que soit l'endroit où tu vas. J'ai cru que tu allais partir sur une bonne note. Oui, ce qui est important, c'est la communication. Et tu finis ta phrase par médiocre, quoi. Ouais. C'est comme ça, c'est une manière de finir un épisode, Jérémy? Vraiment? Bon, en tout cas, je sais pas pour toi. Moi, je me sens pas de résumer ce qu'on a dit là parce qu'on a apporté tellement de trucs. Je sais pas si tout sera utile, probablement pas, et c'est pas grave. Mais j'espère que ça amènera au moins des pistes de réflexion pour Kevin, que ça t'aidera. N'hésite pas à revenir vers nous pour nous dire comment évolue ta situation. Peut-être même que tu auras d'autres questions à nous envoyer qu'on pourra traiter lors de prochains épisodes. En tout cas, je croise les doigts pour que tu trouves prochainement un emploi dans lequel tu pourras être épanoui, tout Ouais, simplement. ça c'est sûr. Pour les autres, sachez qu'on serait ravis de répondre aussi à vos questions et à vos situations compliquées au boulot lors des prochains épisodes du SAV de la Tech. Pour cela, il suffit de vous rendre sur lesav.tech, sur lequel vous trouverez un formulaire ainsi que des liens vers nos différents réseaux sociaux si vous préférez nous envoyer un message privé. Vous pouvez rester anonyme, vous trouver un pseudonyme, vous donner votre vrai nom, c'est vous qui choisissez. Et merci Jérémy pour cet épisode. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices. Et on se retrouve dans quelques semaines pour le prochain épisode. Merci Adrien et merci à toutes et à tous. À bientôt. Ciao.